En plein cœur d'un vaste domaine agricole, un tracteur de 85 000 € gisait immobile depuis 3 semaines. Chloé Martin, mécanicienne de 26 ans au regard déterminé, s'avança vers l'engin jaune et demanda simplement « Je peux l'inspecter ?» À cet instant, Stéphane Dubois, le richissime propriétaire, laissa éclater sa fureur devant tout son personnel. « Ce tracteur est foutu, c'est de la ferraille. » Les 4 mécaniciens chevronnés qui avaient précédemment jeté l'éponge croisèrent les bras, l'air narquois. Les ouvriers stoppèrent net leurs activités pour observer la confrontation. Stéphane poursuivit son humiliation publique sans aucune retenue. Cependant, quand elle eut ouvert un panneau d'accès latéral que tous avaient ignoré et qu'elle mit le doigt sur un détail que personne n'avait remarqué, le visage de Stéphane vira au blanc en une fraction de seconde. Les mécaniciens échangèrent des regards incrédules, le chef d'exploitation resta sans voix, et nul ne parvenait à comprendre comment cette jeune femme avait pu solutionner, en une seule matinée, une panne qui les avait tenus en échec pendant 3 semaines. L'histoire se déroulait par une matinée torride de juillet, au cœur de la Provence, où le soleil dardait ses rayons impitoyables et où l'air lui-même paraissait trembler sous l'effet de la chaleur aride de la plaine de la Crau. Chloé Martin avait immobilisé sa vieille Renault 4 litres face à l'entrée du plus majestueux domaine agricole qui lui était été donné de contempler. Le domaine de Stéphane Dubois s'étendait à perte de vue, 5000 hectares, de modernes étables, de vastes hangars en bois peint et un parc de machines agricoles valant des fortunes. À 26 ans, Chloé était une mécanicienne confirmée et, bien qu'elle ait vu d'autres grandes fermes, aucune n'atteignait cette dimension. Elle sortit de sa voiture, rajustant sa salopette bleu-vert, d'une propreté irréprochable ce matin-là. Sa chevelure châtaine était coiffée en un chignon haut et sophistiqué, une touche d'élégance même au milieu du labeur. Elle jeta un œil à la montre à gousset en argent de son père Laurent, une ancienne lippe ornée des initiales LMC gravées sur son couvercle. 9 heures. Toujours à l'heure. 3 jours auparavant, Nicolas Dubois, le frère de Stéphane qui possédait la ferme voisine où Chloé était employée depuis 2 ans, n'y était pas allé par 4 chemins au téléphone. « Chloé, mon frère Stéphane est au bord de la crise de nerfs. Son Caterpillar D4 est en panne sèche depuis 3 semaines. 4 mécanos pro s'y sont cassés les dents. C'est 5 000 € d'immobilisation, et une perte de 2 500 € chaque semaine. Il faut que tu t'y rendes demain. » Chloé avait eu un mouvement d'hésitation. La réputation de Stéphane Dubois le précédait, millionnaire, à la tête de 3 domaines, un homme de 58 ans qui avait bâti son succès d'une main de fer, sans la moindre tolérance pour ce qu'il appelait l'incompétence. Nicolas avait insisté. « Il est persuadé que tu n'y arriveras pas. Pour tout te dire, il s'est moqué de moi quand j'ai prononcé ton nom. Mais moi, je crois en toi, Chloé. Vas-y et prouve à ce cabochard de frère que la compétence se moque des apparences. » À présent, alors qu'elle marchait en direction de l'imposant hangar principal où des hommes s'affairaient autour d'un tracteur jaune, Chloé ressentait la pression du défi. Il ne s'agissait pas seulement de réparer un engin, mais bien de démontrer, une fois de plus, qu'une femme issue d'un milieu modeste pouvait accomplir ce que 4 experts chevronnés n'avaient pu faire. Stéphane était là, grand, charismatique, vêtu d'un costume sombre impeccable malgré la chaleur étouffante. Ses cheveux poivre et sel étaient peignés avec une précision quasi militaire, et son regard scrutateur analysait Chloé de la tête aux pieds avec un mépris à peine voilé. À ses côtés, 4 mécaniciens en bleu de travail l'observaient, leurs expressions mêlant curiosité et scepticisme. Chloé s'avança et salua avec courtoisie. « Bonjour, monsieur Dubois. Je m'appelle Chloé Martin, je suis la mécanicienne qui travaille pour votre frère, Nicolas. Je suis venu pour le tracteur. » Stéphane croisa les bras, lança un regard circulaire à ses mécaniciens, puis le ramena sur Chloé. Et là, d'un rire dédaigneux qui ricocha contre les murs de tôle du hangar, il désigna d'un geste théâtral le Caterpillar des 4 jaunes au capot béant et clama à la cantonade, « Ce tracteur est foutu, CDE la ferraille. » Les 4 mécaniciens émirent de petits rires complices. Chloé ne sia pas. Elle prit une profonde inspiration et répliqua d'une voix égale, « Monsieur Dubois, si vous le permettez, j'aimerais l'inspecter avant que nous ne tirions de conclusions hâtives. » Stéphane fit un geste de la main, magnanime et ironique. « Faites, je vous en prie, soyez mon invité. Mais je dois vous prévenir. Fabrice Fournier, ici, dit-il en pointant le chef mécanicien, a 25 ans de métier. Il a échoué. Bruno Moreau, il en indiqua un autre, certification internationale. Il a échoué. Olivier Lefebvre, Léo Dubois. Ils ont tous échoué.
3 semaines de travail. 10 000 € de frais de diagnostic. Et vous, vous pensez régler ça en combien de temps? 2 heures? Il éclata de rire à nouveau. Chloé serra dans sa poche la montre de son père. Une image de sa mère, Sandrine, penchée sur sa machine à coudre pour arrondir les fins de mois, lui traversa l'esprit. Elle pensa à son frère, Hugo, et à ses études. Elle pensa à son père, Laurent, qui lui répétait inlassablement « Les moteurs ne trichent pas, ma puce. Si tu tends l'oreille, ils te disent précisément où est le mal. » Elle s'avança vers le tracteur, faisant fi des regards dubitatifs, et se mit au travail. Chloé Martin ne venait pas d'une dynastie de mécaniciens. Son parcours était plus simple, plus humble, plus vrai. Son père, Laurent Martin, avait exercé le métier de mécanicien pendant 32 ans dans une petite ville près d'Avignon. Il n'avait jamais possédé de garage clinquant ni affiché de diplômes étrangers sur ses murs. Il possédait bien mieux, des mains qui dialoguaient avec les moteurs et la conviction que le savoir était plus précieux que l'argent. Laurent avait passé sa vie dans les ateliers des autres pour un salaire modeste, à réparer n'importe quoi, de la vieille fourgonnette au tracteur agricole. Il n'était jamais devenu riche, mais il était infiniment respecté. Lorsqu'un moteur restait muet après le passage de 3 autres mécaniciens, c'est Laurent qu'on appelait. Il arrivait, écoutait, observait et dénichait la panne là où personne n'avait pensé à regarder. Chloé, son unique fille, avait grandi en étant témoin de ce don. Dès ses 10 ans, elle était fascinée par le travail de son père. Assise dans un coin de l'atelier, elle l'observait en silence, ne manquant pas un seul de ses gestes. Laurent, ayant remarqué sa curiosité, ne l'avait pas mise à l'écart. Au contraire, il l'avait invitée à s'approcher, lui expliquant chaque pièce, chaque outil, chaque étape. Les moteurs ne trichent pas, ma chérie. Il suffit d'écouter attentivement, et ils te diront exactement où est le problème. Pas besoin de deviner, il faut juste écouter. Chloé écoutait, regardait, mémorisait. À 16 ans, Laurent intensifia son apprentissage. Il lui apprit à diagnostiquer, à décrypter les bruits, à ressentir les vibrations. À 18 ans, Chloé n'était plus une apprentie qui tendait les outils, mais une mécanicienne qui travaillait à ses côtés, posant ses propres diagnostics, réparant, trouvant des solutions. Et puis, il y a 5 ans, sa vie avait été bouleversée. Laurent avait 53 ans quand son cœur a lâché, un après-midi. Il est mort dans son atelier, une clé à molette à la main, en faisant ce qu'il aimait. Les obsèques furent modestes, en comité restreint. Sandrine, son épouse, pleura en silence. Hugo, leur fils, qui avait alors 11 ans, ne saisissait pas encore l'irréversibilité de la mort de son père. Chloé, à 21 ans, avait tout compris. Le poids de la famille reposait désormais sur ses épaules. L'atelier où travaillait Laurent ferma ses portes peu après. Le patron vendit l'affaire. La famille Martin n'avait pas les moyens de racheter le matériel ou de se lancer à son compte. Sandrine commença à faire des travaux de couture à domicile, pour un maigre revenu. Hugo poursuivit sa scolarité et Chloé se mit en quête d'un emploi de mécanicienne. La tâche fut ardue. Les garages la refusaient. On n'engage pas de femme pour ce genre de poste, lui disait-on. D'autres ignoraient simplement sa candidature. Mais Chloé était tenace. Finalement, 2 ans plus tard, Nicolas Dubois lui avait donné sa chance sur sa ferme. Mon tracteur est en panne. Répare-le, et le poste est à toi. Chloé l'avait réparé en 40 minutes. Nicolas avait tenu sa promesse. Depuis, Chloé s'occupait de la maintenance de tout le parc de machines de la ferme de Nicolas. Elle gagnait suffisamment pour faire vivre sa mère et son frère. Ils menaient une vie simple dans une petite maison de campagne louée, mais une vie digne. Et aujourd'hui, face à ce caterpillar des 4 appartenant à Stéphane Dubois, sous les moqueries du millionnaire et les regards suspicieux de 4 mécaniciens, Chloé posa la main sur le métal brûlant du tracteur et se remémora les mots de son père. Le savoir n'a pas de prix, ma chérie. Personne ne pourra jamais te l'enlever. Serre-t'en bien. C'est ce qu'elle comptait faire. Stéphane Dubois n'avait pas toujours été cet homme cynique qui toisait Chloé avec un tel mépris. Des décennies auparavant, il avait été un autre homme. Un homme qui souriait plus, qui faisait confiance, qui pensait que la réussite pouvait mener au bonheur. Il avait hérité de son père son premier domaine à l'âge de 30 ans. 1000 hectares à l'époque, une affaire modeste mais rentable.
Stéphane avait travaillé sans relâche, agrandi, racheté les terres voisines, jusqu'à bâtir un empire de 3 domaines s'étendant sur 5000 hectares. Il était devenu millionnaire à 40 ans. Tout ce qu'il entreprenait se transformait en or, élevage, culture, investissement. L'argent affluait, mais il y avait un domaine où l'argent était impuissant, son mariage. Stéphane avait épousé jeune Valérie, une femme simple issue de la classe moyenne. Elle aimait la douceur de vivre, il était obsédé par le contrôle. Avec le temps, un fossé s'était creusé entre eux. Valérie rêvait d'une grande famille. Stéphane rêvait de bâtir un empire. Ils avaient essayé pendant des années d'avoir des enfants. En vain. Les médecins ne trouvaient aucune explication, cela ne fonctionnait pas. La frustration s'était transformée en silence, puis le silence en froideur. Valérie s'était isolée. Stéphane s'était réfugié dans le travail. Il y a 10 ans, Valérie était tombée malade. Un cancer foudroyant. Stéphane avait dépensé des fortunes. Les meilleurs spécialistes, les cliniques les plus réputées. Rien n'avait pu la sauver. Valérie est morte 6 mois après le diagnostic. Stéphane s'était retrouvé seul dans une maison immense, comblée matériellement, mais vide à l'intérieur. Sans enfant, sans épouse. Son frère Nicolas était son seul parent proche, mais leur vie était aux antipodes. Nicolas avait opté pour une ferme plus petite, une vie plus simple. Stéphane y voyait une forme de résignation. Dans les années qui suivirent, Stéphane avait comblé ce vide avec les seules choses qu'il maîtrisait, l'argent et le pouvoir. Il engageait les meilleurs, achetait les meilleures machines. Il était persuadé qu'en payant le prix, tout fonctionnerait à la perfection. Si un problème survenait, il dépensait davantage jusqu'à le résoudre. Mais ce Caterpillar des 4 avait mis à mal sa logique. Il avait engagé Fabrice Fournier, le meilleur mécanicien de la région, pour un salaire exorbitant. Fabrice avait échoué. Il avait engagé Bruno Moreau et sa certification internationale. Échec. Il avait fait venir Olivier Lefebvre et Léo Dubois. Même résultat. 10 000 € dépensés en 3 semaines. Pour rien. Et maintenant, son frère Nicolas, le résigné, lui suggérait qu'une jeune mécanicienne, sans diplôme prestigieux ni réputation, pourrait réussir là où ses professionnels hors de prix avaient échoué. L'idée était ridicule, insultante. Si Stéphane avait accepté, c'était uniquement pour prouver à Nicolas qu'il se trompait. Il laisserait cette Chloé tenter sa chance, elle échouerait, bien entendu. Et Nicolas comprendrait enfin que le succès était une affaire d'investissement sérieux et de professionnels reconnus, pas de coups de cœur sentimentaux. Mais à cet instant, en regardant Chloé s'approcher du tracteur avec ce calme qui l'agaçait, Stéphane ressentit une pointe d'inconfort. Pas de la peur, mais un doute, une infime fissure dans ses certitudes. Et si Nicolas avait raison? Non, impossible. Stéphane chassa cette pensée. La jeune femme allait échouer comme les autres, et son univers retrouverait sa cohérence. L'argent achète la compétence, et la compétence a un prix. Il croisa les bras, attendant l'échec inéluctable. Chloé s'approcha du Caterpillar des 4 d'un pas assuré, sachant que ses yeux la dévisageaient. Le tracteur était une bête impressionnante, d'un jaune vif sous le soleil. Haut de près de 3 mètres, avec ses chenilles d'acier qui avaient remué des tonnes de terre, il était maintenant inerte, silencieux, capot ouvert sur son moteur diesel 6 cylindres. Elle ne toucha à rien dans l'immédiat. Elle commença par observer, tournant autour de l'engin, examinant chaque détail. Le métal était chaud, chauffé par le soleil, pas par un fonctionnement récent. À l'arrêt depuis 3 semaines, avait dit Stéphane. Une couche de poussière rouge s'était déposée sur les chenilles. La tache d'huile au sol, près du moteur, était ancienne. Stéphane, adossé au hangar les bras croisés, lança d'une voix forte, « Vous comptez le contempler toute la journée ou vous mettre au travail ?» Chloé l'ignora. Elle ouvrit sa caisse à outils rouge, simple mais parfaitement rangée. Elle en sortit une petite lampe torche et grimpa dans la cabine. Elle s'installa sur le siège usé, posa les mains sur le volant, sentant la texture du métal et du cuir craquelé. Puis, elle inséra la clé de contact et la tourna. Le moteur s'éveilla dans un vrombissement grave et puissant. Pas la moindre hésitation, les 6 cylindres tournaient à la perfection. Chloé se concentra sur le rythme, les vibrations. Tout semblait normal. Elle coupa le contact et descendit.
Le moteur tourne parfaitement, annonça-t-elle d'une voix claire. Fabrice Fournier, le chef mécanicien, opina du chef. Oui, ça, on le sait. Le problème ne vient pas du moteur, mais de la transmission. Chloé se dirigea vers l'arrière du tracteur, là où la transmission reliait le moteur aux chenilles. Elle s'agenouilla, sans se soucier de la poussière qui salissait sa salopette immaculée. Elle inspecta les connexions externes, propres, aucune fuite d'huile apparente. Elle palpa les durites hydrauliques, tièdes, mais pas brûlantes. « Avez-vous vérifié la pression hydraulique » demanda-t-elle sans lever la tête. Bruno Moreau répondit d'un ton docte, « Oui. La pression est normale. 120 livres par pouce carré, exactement la norme. » Chloé acquiesça, se releva et épousseta ses mains. Ce n'est donc pas une fuite du système hydraulique. Stéphane laissa échapper un petit rire. Mademoiselle Martin, mes mécaniciens ont déjà écarté les pistes évidentes. Le problème, c'est que la transmission est fichue. Fichue de l'intérieur. Il faut la remplacer. Coût de l'opération, 15 000 €. Sauf si, bien sûr, vous avez une solution miracle que mes professionnels n'auraient pas envisagée. Chloé le fixa. Monsieur Dubois, je n'ai pas fini mon diagnostic. M'autorisez-vous à poursuivre ? Stéphane répondit par un geste ample de la main. Mais je vous en prie. Prenez tout votre temps. J'ai toute la matinée pour vous regarder aboutir aux mêmes conclusions qu'eux. Chloé retourna à sa caisse à outils. Elle en sortit un manomètre analogique, un instrument simple mais d'une grande précision. Elle le brancha sur une valve de test du circuit hydraulique. Elle demanda à David Fournier, le conducteur du tracteur, de remettre le moteur en marche. David s'exécuta. Le moteur rugit. Chloé gardait les yeux rivés sur le manomètre. L'aiguille grimpa en flèche. 100, 110, 120 livres. Elle se stabilisa. Pression parfaite. Exactement ce qu'avait dit Bruno. Elle coupa le moteur, débrancha le manomètre. Elle resta un instant immobile, en pleine réflexion. Le moteur tournait, la pression hydraulique était bonne, mais le tracteur n'avançait pas. La transmission restait inerte. La méthode de son père lui revint en mémoire. Écarte ce qui fonctionne. Concentre-toi sur ce qui reste. Moteur OK. Pression hydraulique OK. Transmission. Chloé ferma les yeux. Inspira profondément. Écouta. Pas avec ses oreilles, mais avec son instinct, forgé par les leçons de Laurent. Quand elle rouvrit les yeux, elle savait précisément où chercher. Stéphane Dubois ne put s'en empêcher. Pendant que Chloé inspectait silencieusement le tracteur, il décida de lui exposer clairement la difficulté de la tâche. Il s'approcha, main dans les poches, la voix empreinte de suffisance. « Mademoiselle Martin, laissez-moi vous détailler ce que mes professionnels ont déjà tenté. Cela vous évitera de perdre votre temps à refaire ce qui a déjà été fait. » Il désigna Fabrice Fournier. Fabrice, ici présent, a commencé. 25 ans d'expérience, dont 10 chez Caterpillar. Son diagnostic, transmission interne grillée. Recommandation, remplacement complet. Coût, 15 000 €. Je l'ai payé pour une semaine de travail. Sans résultat. Fabrice baissa la tête, gêné, mais ne dit rien. Stéphane pointa ensuite Bruno Moreau. Bruno est titulaire d'une certification internationale de Caterpillar. Il est venu de Marseille. Son diagnostic, embrayage fondu. Selon lui, la chaleur extrême a irrémédiablement endommagé les disques internes. Recommandation, remplacement. Coût, 8 000 €. Je l'ai payé 2 000 € pour 4 jours d'analyse. Toujours sans résultat. Bruno garda un visage impassible, professionnel. Olivier Lefebvre, poursuivit Stéphane en désignant le troisième mécanicien, est un spécialiste des transmissions de poids lourds. Son diagnostic, arbre de transmission fissuré à l'intérieur. Il a expliqué que le métal avait cédé à l'usure. Recommandation, remplacement. Coût, 1 000 €. Je l'ai payé 500 € pour 3 jours. Rien. Olivier croisa les bras et fixa le sol. Et pour finir, Léo Dubois. Stéphane se tourna vers le plus jeune, le moins expérimenté,
avec seulement 10 ans de métier, mais chaudement recommandé. Son diagnostic, circuit hydraulique de la transmission rompu en interne, une fuite indétectable sans tout démonter. Recommandation, démontage complet de la transmission. Coût, 10 000 €, rien que pour la main-d'œuvre. Je l'ai payé 800 € pour 2 jours. Évidemment, il a échoué lui aussi. Stéphane marqua une pause, savourant son effet. 4 professionnels, 4 diagnostics différents. Tous préconisant des remplacements onéreux. Aucun n'a résolu le problème. J'ai dépensé 10 000 € en diagnostic. J'ai perdu 2 500 € par semaine pendant 3 semaines d'immobilisation. Soit un total de 17 500 € de perte à ce jour. Il se pencha vers Chloé, baissant la voix mais s'assurant que tous l'entendent. Alors, mademoiselle Martin, vous comprenez mon scepticisme. Ce n'est pas personnel, c'est arithmétique. Si 4 hommes, avec des décennies d'expérience cumulées, des certifications et du matériel de pointe, n'ont pas réussi, qu'est-ce qui vous fait croire que vous y arriverez? Chloé finit de ranger son manomètre. Elle ferma sa caisse, s'essuya calmement les mains sur un chiffon tiré de sa poche. Puis elle planta son regard dans celui de Stéphane. Monsieur Dubois, j'ai le plus grand respect pour l'expérience de vos mécaniciens. Mais il y a une différence entre l'expérience et la méthode. Mon père m'a appris une chose simple, quand 4 personnes regardent dans la même direction sans rien trouver, c'est peut-être que le problème est ailleurs. Stéphane haussa un sourcil. Et où donc? Chloé ne répondit pas tout de suite. Elle retourna près du tracteur. Elle s'agenouilla près d'un panneau latéral, sur la partie basse de la transmission, un petit panneau d'accès fixé par 4 vis. Les 4 mécaniciens la regardaient, intrigués. Ce panneau, dit Chloé en le touchant, donne un accès direct à la valve pilote du circuit hydraulique. C'est une petite pièce de 3 cm à peine, qui régule le débit d'huile vers la transmission. Fabrice fronça les sourcils. On a vérifié tout le circuit hydraulique. Avez-vous vérifié cette valve en particulier? Demanda Chloé. Un silence. Bruno intervint. Nous n'avons pas ouvert ce panneau. Il est mal placé, et la valve pilote tombe rarement en panne. Chloé acquiesça lentement. Rarement, mais ça arrive. Stéphane croisa de nouveau les bras. Vous êtes en train de me dire que 4 professionnels ont échoué parce qu'ils n'ont pas inspecté un panneau latéral? Chloé se releva. Je n'en sais encore rien, monsieur Dubois, mais j'aimerais vérifier. Il me manque quelques outils. Chloé sortit de sa poche arrière un petit calepin. Un carnet usé, aux coins écornés, couvert d'annotations techniques. Elle griffonna rapidement, clé dynamométrique, solvant industriel, brosse métallique, chiffon propre, petit bac. Elle referma le carnet et se tourna vers Stéphane. Monsieur Dubois, il me faut des outils que je n'ai pas sur moi. Auriez-vous un jeu de clés dynamométriques calibrées, en particulier une pouvant atteindre 45 livres-pieds? Stéphane fronça les sourcils. Une clé dynamométrique? Pourquoi faire, si c'est juste pour regarder une valve? Pour la remonter avec le bon couple de serrage, répondit Chloé, imperturbable. Si la valve est bouchée et que je dois la nettoyer, il faut d'abord que je la démonte. Et au remontage, le couple de serrage doit être précis. Pas assez serré, et ça fuira. Trop serré, et j'abîmerai le filetage. Fabrice Fournier intervint. On a des clés dynamométriques à l'atelier. Je vais en chercher une. Il se dirigea vers le hangar voisin sans attendre de réponse. Quoi d'autre? Demanda Stéphane, le ton toujours entre curiosité et scepticisme. Du solvant industriel. Pas de l'essence. Il me faut un solvant spécial pour circuits hydrauliques, et un récipient propre pour y déposer la valve pendant le nettoyage. Bruno prit la parole. On a du solvant au magasin. Vous avez une préférence pour la marque? N'importe laquelle, du moment qu'elle est conçue pour nettoyer les composants hydrauliques sans attaquer les joints en caoutchouc, précisa Chloé. Léo se proposa. Je vais chercher le solvant et un bac. Il partit en courant. Stéphane suivait la scène, l'air indéchiffrable. Mademoiselle Martin, vous demandez des outils pour remonter une pièce dont vous n'avez même pas encore vérifié l'état. N'est-ce pas un peu prématuré? Chloé s'agenouilla de nouveau près du panneau. Monsieur Dubois,
si la valve est bouchée, il faudra la nettoyer et la remonter correctement. C'est de l'efficacité. Je préfère avoir le matériel à portée de main avant de commencer. Et si elle n'est pas bouchée? Stéphane croisa les bras. Et si Fabrice avait raison et que la transmission est morte? Chloé effleura le panneau du bout des doigts. Dans ce cas, je vous aurais fait perdre 20 minutes de votre temps. Mais si j'ai raison, j'aurais identifié une panne à 25 €, au lieu des 15 000 que Fabrice suggérait de dépenser. Stéphane ne put retenir un sourire ironique. Vous êtes bien optimiste. Fabrice revint avec une clé dynamométrique. La voici, elle va jusqu'à 60 livres-pieds. Pouvez-vous la calibrer à 45, s'il vous plaît? Demanda Chloé. Fabrice régla l'outil avec des gestes de professionnel et le lui tendit. Léo arriva avec un bidon de solvant industriel et un bac en métal propre. Ça devrait convenir. Chloé prit les outils et les disposa méthodiquement sur le sol, près du tracteur. Puis, elle sortit de sa propre caisse un jeu de tournevis et une petite clé à molette. Je vais ouvrir le panneau. L'opération peut prendre entre une demi-heure et 1 heure, selon ce que je trouve. Stéphane consulta sa Rolex en or, qui scintillait au soleil. J'ai une réunion à 11 heures. Il est 9h30. Vous avez 1h30, mademoiselle Martin. Si à 11 heures le problème n'est pas réglé, j'autorise Fabrice à commander une nouvelle transmission. Chloé acquiesça. Entendu. Elle s'agenouilla devant le panneau, insensible à la chaleur qui émanait du métal. Elle engagea le premier tournevis dans la première vis. Prit une grande inspiration. Pensa à son père. Les moteurs ne trichent pas. Elle commença à dévisser. Les 4 vis du panneau latéral étaient bloquées, non par conception, mais par des années de vibration qui les avaient soudées à leur filetage. Chloé s'arma de patience, dévissant chacune avec des gestes précis et mesurés. La première vis céda après 15 secondes. La deuxième, plus récalcitrante, lui demanda près d'1 minute d'effort. La troisième vint sans difficulté. La quatrième était si grippée que Chloé dut utiliser une rallonge pour avoir plus de force. Stéphane observait, toujours adossé au hangar, les bras croisés. Ce panneau n'a sans doute pas été ouvert depuis 5 ans, voire plus. Chloé ne releva pas. Finalement, la quatrième vis se rendit. Elle déposa les 4 vis avec soin dans le bac en métal pour ne pas les égarer. Puis, des 2 mains, elle tira doucement sur le panneau. Le métal, rouillé sur les bords, protesta, mais finit par se détacher. L'intérieur apparut, une petite cavité sombre, un enchevêtrement de durites hydrauliques, de tubes métalliques et d'une petite valve cylindrique de 3 cm à peine. Une poussière rouge, typique de la terre provençale, recouvrait le tout. De vieilles toiles d'araignée pendaient au câble. De toute évidence, comme l'avait dit Stéphane, personne n'avait mis le nez là-dedans depuis des années. Chloé alluma sa petite torche et éclaira l'intérieur. La lumière révéla la valve pilote, un cylindre métallique fileté à chaque extrémité, reliant 2 tubes hydrauliques. Elle aurait dû être d'un gris argenté et propre. Elle était couverte d'une couche de crasse rougeâtre. C'est donc ça, votre valve miracle? Lança Stéphane d'un ton narquois. Elle a l'air sale, c'est un fait, mais ça ne prouve rien. Chloé approcha sa lampe. La saleté extérieure n'est pas le problème, monsieur Dubois. Le problème, c'est une éventuelle obstruction interne. Elle toucha la valve délicatement. Elle était chaude, non pas à cause d'une utilisation récente, mais à cause de la chaleur ambiante. Elle essaya de la faire tourner légèrement entre ses doigts. Impossible. Fabrice s'approcha. Intéressant. Vous avez besoin d'un coup de main pour la débloquer? Pas pour l'instant, répondit Chloé. Elle sortit une petite clé à molette de sa caisse et l'ajusta précisément à la taille de la valve. Elle engagea la clé et exerça une pression progressive. La valve résista. Elle força un peu plus. Finalement, avec un petit déclic, elle commença à tourner. Chloé dévissa la valve lentement, en comptant les tours. 1, 2, 3 tours complets. Enfin, après 5 tours, la valve se désolidarisa du tube. Chloé la prit dans sa main. La voilà, dit-elle en se relevant. Elle se déplaça vers un endroit plus lumineux, près de l'entrée du hangar. Les 4 mécaniciens et Stéphane la suivirent.
Chloé brandit la valve face à la lumière du jour. C'était un petit cylindre de la taille de son pouce, percé d'un trou central d'environ 3 mm de diamètre. C'est par ce trou que circulait l'huile hydraulique commandant la transmission. Mais le trou n'était pas libre. Stéphane s'approcha pour y voir de plus près. Qu'est-ce que c'est? Chloé fit pivoter la valve lentement. À l'intérieur du petit canal, visible par transparence, s'était accumulé un sédiment rougeâtre. Ce n'était ni de l'huile, ni de la rouille. C'était de la terre fine, de la poussière, amalgamée avec de la vieille huile qui s'était solidifiée avec le temps, formant un bouchon qui obstruait presque entièrement le passage. Bruno se pencha pour mieux voir. C'est de la terre, de la poussière qui a pénétré dans le circuit. Comment de la terre peut-elle s'infiltrer dans un circuit hydraulique étanche? Demanda Stéphane, incrédule. Fabrice expliqua, le circuit n'est pas totalement hermétique, monsieur Dubois. Il y a de petits reniflards pour compenser la pression. Si le tracteur travaille dans un environnement très poussiéreux pendant des mois sans maintenance préventive, des particules microscopiques peuvent s'infiltrer. Avec le temps, elles s'agglomèrent. Chloé compléta, et cette valve est située à un endroit où la poussière a tendance à se déposer. C'est le point le plus bas du système de commande. La gravité y attire les particules. Stéphane prit la valve des mains de Chloé et l'examina attentivement. Le canal interne, qui aurait dû être parfaitement libre, était obstrué à près de 70%. Seul un minuscule interstice permettait un passage de fluide minimal. Effectivement, ce canal est bouché, admit Stéphane, qui commençait à comprendre. L'huile hydraulique ne peut pas passer avec assez de pression pour actionner la transmission. Exactement, confirma Chloé. Le moteur tourne, la pompe hydraulique génère de la pression, mais cette pression n'atteint pas la transmission car cette valve obstruée fait barrage. Stéphane se tourna vers Fabrice. Pourquoi n'avez-vous pas vérifié ça? Fabrice baissa les yeux. Monsieur Dubois, nous avons vérifié la pression du circuit principal. Elle était bonne. Nous en avons déduit que si la pression était correcte, le problème se situait plus loin. Il ne nous est pas venu à l'esprit de vérifier la valve pilote, c'est un si petit élément. Nous nous sommes concentrés sur les gros organes, la transmission, l'embrayage, les arbres. Stéphane resta un long moment silencieux, puis il rendit la valve à Chloé. Son expression avait changé, le mépris avait fait place à autre chose. Peut-être du respect, ou de la honte. Peut-on la nettoyer? Demanda-t-il d'une voix sourde. Oui, répondit Chloé, avec du solvant et de la patience. Chloé déposa la valve bouchée sur un chiffon propre, sur le capot de sa Renault 4 litres. En pleine lumière, l'obstruction était encore plus flagrante. La terre rougeâtre avait formé à l'intérieur du petit canal une croûte dure, comme du ciment. Stéphane ne la quittait pas des yeux. Il avait dépensé 10 000 € en diagnostic. Il avait écouté 4 professionnels lui affirmer avec aplomb que le problème était grave, coûteux, et nécessitait des remplacements majeurs. Et la coupable était une pièce de la taille de son pouce, valant probablement 25 €. Comment est-ce possible que personne n'ait vu ça? La question n'était pas un reproche, mais l'expression d'un désarroi sincère, presque vulnérable. Bruno Moreau répondit avec l'honnêteté d'un professionnel, « Monsieur Dubois, diagnostiquer un engin de chantier, c'est un processus d'élimination. Face à des symptômes comme la transmission ne répond plus, la logique veut qu'on s'attaque à la transmission elle-même. C'est comme un patient qui se plaint de douleurs thoraciques. Le médecin examine d'abord le cœur, pas une petite artère dans le dos. Mais parfois, le problème se niche là où on l'attend le moins. Olivier Lefebvre enchaîna, et ce panneau, dit-il en désignant le tracteur, est vraiment mal placé. Il faut se contorsionner, se salir, travailler dans une position inconfortable. Pour être honnête, j'ai considéré que si les capteurs de pression indiquaient des valeurs normales, il n'y avait pas lieu de s'attarder sur de si petits composants intermédiaires. Léo Dubois, le plus jeune, ajouta humblement, j'ai simplement suivi l'avis des autres. Je suis le moins expérimenté, il ne me serait pas venu à l'idée de les contredire. Fabrice Fournier fut le dernier à prendre la parole. Il s'approcha de la valve, la prit délicatement, l'examina à contre-jour. Mademoiselle Martin, comment avez-vous su qu'il fallait chercher là? Chloé s'essuya les mains. Mon père m'a appris un principe, quand l'évidence ne mène nulle part, cherche l'invisible. Vous avez exploré les pistes évidentes, transmission, embrayage, arbre.
C'était logique. Mais quand toutes ces pistes s'avèrent être des impasses, c'est que le problème est ailleurs, là où personne ne veut regarder parce que c'est malaisé, minuscule ou que ça paraît insignifiant. Stéphane intervint, mais vous n'avez pas de vision à rayon X. Comment avez-vous su qu'il s'agissait précisément de cette valve? Je n'en étais pas certaine, reconnut Chloé. J'ai procédé par élimination. Le moteur tourne, piste écartée. La pression hydraulique est bonne, piste écartée. Mais la transmission ne répond pas. Cela signifie que la pression n'arrive pas jusqu'à elle, bien que la pompe la produise. Il n'y a que 3 explications possibles, une fuite sur les durites, une soupape de commande défectueuse ou une valve pilote obstruée. Vous aviez déjà vérifié les durites. Les soupapes de commande sont électroniques, et ce modèle, purement mécanique, n'en possède pas. Il ne restait donc que la valve pilote. Fabrice hocha lentement la tête. Une logique d'élimination, simple mais redoutable. Stéphane reprit la valve, la fit rouler entre ses doigts. Une pièce à 25 €. 3 semaines d'immobilisation, 17 500 € de perte. Tout ça pour une pièce à 25 € bouchée par de la terre. Chloé ne dit rien. Son visage n'exprimait aucun triomphe, seulement une grande concentration sur la suite des opérations. Combien de temps pour la nettoyer? Demanda Stéphane. 30, peut-être 40 minutes. Je dois la nettoyer parfaitement, sans abîmer le métal. Si je force trop, je risque de rayer l'intérieur et de créer d'autres problèmes. Et si le bouchon ne part pas? Dans ce cas, il faudra une nouvelle valve. Coût estimé, 50 €. Disponible chez un revendeur Caterpillar dès demain matin. Stéphane fit un rapide calcul mental. 50 € contre 15 000. Un jour d'attente contre des semaines. Il regarda Chloé avec une expression nouvelle, un mélange de respect, de honte et de gratitude. Nettoyez-la, dit-il enfin. Prenez tout le temps nécessaire. Ma réunion de 11 h attendra. Chloé acquiesça. Elle prit le bac en métal, y versa du solvant industriel jusqu'à mi-hauteur et y immergea la valve. Le produit commença aussitôt à agir, dissolvant la vieille huile qui agglutinait la terre. En attendant que le solvant fasse effet, Chloé sortit sa montre à gousset. 10 h. Son père disait toujours que la patience était la première qualité d'un mécanicien. Ne brusque pas les choses qui demandent du temps, ma fille. Elle prit une grande inspiration. Le soleil provençal tapait fort sur sa tête, mais elle y était à peine sensible. Toute son attention était focalisée sur la petite valve qui trempait dans le solvant. Elle savait que de son nettoyage dépendait non seulement le sort du tracteur, mais aussi sa propre réputation. Stéphane s'était retiré à l'ombre du hangar. Mais il n'était pas parti. Il observait. Pour la première fois depuis 3 semaines, il sentait renaître un véritable espoir. Chloé laissa la valve immergée dans le solvant un quart d'heure. Le liquide limpide se troubla peu à peu, dissolvant la vieille huile et désagrégeant la terre compactée. Pendant ce temps, elle prépara son matériel, la brosse à poils métalliques, des chiffons propres pliés en carrés impeccables, la clé dynamométrique calibrée à 45 livres-pieds. Les 4 mécaniciens observaient de loin, discutant à voix basse. Stéphane, toujours à l'ombre, parcourait des documents à portée de son bureau, mais levait fréquemment les yeux vers Chloé. Quand elle jugea que le solvant avait suffisamment agi, Chloé retira la valve du bac. Elle dégoulinait d'un liquide noirâtre. Elle la posa sur un chiffon propre et entreprit de la nettoyer. Elle commença par brosser délicatement l'extérieur avec la brosse métallique. Les poils délogèrent la saleté superficielle sans rayer le métal. Puis vint l'opération la plus délicate, le nettoyage du canal interne. Elle ne pouvait pas utiliser la brosse directement dans le conduit de 3 mm, au risque d'endommager les parois. Elle déchira donc une fine lanière de chiffon propre, la roula sur elle-même pour en faire une sorte de mèche épaisse, l'imbiba de solvant propre et l'introduisit avec précaution dans le canal. Elle fit passer la mèche d'un bout à l'autre, comme on passe du fil dentaire. La mèche ressortit brun foncé. Elle répéta l'opération, 1, 2, 3 fois. À chaque passage, le chiffon était moins sale. La 5e fois, il ressortit presque propre. Chloé examina de nouveau la valve à la lumière du soleil. Le canal interne était maintenant dégagé, net, parfait. La lumière le traversait sans obstacle. Mais une pensée la traversa.
Un doute léger mais tenace. Et si ce n'était pas le seul problème? S'il y avait autre chose? 4 mécaniciens avaient échoué. Qu'est-ce qui lui faisait croire qu'elle, avec son expérience moins formelle, avait trouvé la solution là où ils avaient échoué? Son esprit la ramena 5 ans en arrière, à l'atelier où son père était mort. Laurent travaillait sur un moteur que 3 mécaniciens avaient jugé irréparable. Chloé, qui avait alors 21 ans, lui avait demandé « Papa, et s'ils avaient raison et que tu te trompais ?» Laurent avait souri. « Ma fille, la différence entre avoir tort et avoir raison ne tient pas à l'expérience, mais à la méthode. Si ta méthode est rigoureuse, fais-lui confiance. Si elle ne marche pas, tu en tireras une leçon. Mais si tu ne crois pas en ta propre méthode, tu as déjà perdu avant même d'avoir commencé. » Chloé regarda la valve propre qu'elle tenait à la main. Sa méthode avait été rigoureuse. Élimination systématique, logique implacable, inspection des composants négligés. Elle avait suivi à la lettre les enseignements de son père. Elle avait confiance en sa méthode. Elle sécha méticuleusement la valve avec un chiffon neuf. Elle inspecta les filetages à chaque extrémité, intacts, non endommagés. Elle s'assura que l'intérieur était parfaitement sec. Il ne devait rester aucune trace de solvant qui aurait pu contaminer le circuit hydraulique. Satisfaite de son travail, elle retourna vers le tracteur. Elle s'agenouilla devant le panneau ouvert, mit la valve en place en alignant les filetages avec le tube hydraulique. Elle commença à visser à la main, en tournant doucement pour s'assurer que les filetages prenaient correctement, sans forcer. Quand la valve fut serrée à la main au maximum, elle prit la clé dynamométrique, réglée précisément sur 45 livres-pieds, engagea la clé sur la valve et serra progressivement. La clé dynamométrique était conçue pour émettre un déclic une fois le couple de serrage atteint. Chloé serra d'un mouvement constant, à l'écoute, aux aguets. Clic. Le son fut net et précis. 45 livres-pieds. Pile. Elle retira la clé. La valve était installée à la perfection, ni trop lâche, ni trop serrée. Restait la dernière étape, remonter le panneau et tester le tracteur. Chloé prit le panneau latéral et l'aligna soigneusement sur les 4 trous de vis. Le métal brûlant lui cuisait les doigts, mais elle n'y prêta pas attention. Elle inséra les 4 vis une par une, les vissant d'abord à la main. Puis, avec un tournevis, elle les serra fermement, mais sans excès, juste assez pour assurer l'étanchéité à la poussière. Elle vérifia chaque vis une deuxième fois. Tout était en place. Elle se releva, s'essuya les mains sur son chiffon. Elle contempla le tracteur. De l'extérieur, rien n'avait changé. C'était le même Caterpillar des 4 jaunes. Mais à l'intérieur, une valve propre permettait de nouveau le passage du fluide hydraulique. En théorie. Stéphane s'approcha, les mains dans les poches. « C'est terminé ? » ?»« Oui, monsieur Dubois. »« Vous voulez le tester ?» Chloé acquiesça et grimpa dans la cabine. David Fournier, le conducteur habituel du tracteur, se tenait à proximité. « Je peux le faire, si vous voulez, » proposa-t-il. « Non, merci, » répondit Chloé. « Je préfère m'en charger. » Elle s'installa sur le siège usé, posa les pieds sur les pédales et les mains sur le volant. Elle prit une profonde inspiration, tourna la clé de contact. Le moteur diesel s'éveilla dans un rugissement. 6 cylindres tournant en parfaite harmonie. Un son puissant, rassurant. Chloé laissa le moteur chauffer une trentaine de secondes. Puis, de la main droite, elle saisit le levier de vitesse. Un grand levier en métal, avec plusieurs positions, point mort, première, deuxième, marche arrière. Elle enfonça l'embrayage avec son pied gauche et passa la première. Lentement, elle commença à relâcher l'embrayage. Rien. Le tracteur ne bougea pas. Les chenilles restèrent figées. Le moteur rugissait, la vitesse était enclenchée, mais il n'y avait aucun mouvement. Depuis le sol, Stéphane sentit une vague de déception teintée d'une satisfaction vengeresse. Il le savait. C'était trop beau pour être vrai. Une simple valve bouchée ne pouvait pas être le seul problème. « Mademoiselle Martin !» cria-t-il pour couvrir le bruit du moteur. « On dirait que ça n'a pas marché. » Chloé ne répondit pas tout de suite. Elle coupa le moteur et descendit. Elle était calme, mais Stéphane crut déceler une lueur dans son regard.
De la frustration? Un doute? Que s'est-il passé? Demanda Fabrice en s'approchant. Chloé fit le tour du tracteur, l'air songeur. Le moteur tourne, la valve est propre et bien montée, mais le tracteur ne bouge pas. Bruno hasarda une hypothèse, le problème était peut-être plus profond. La valve bouchée n'était qu'une partie du problème, mais pas la totalité. Stéphane soupira. On en revient donc au diagnostic initial. Transmission interne HS. 15 000 €. Chloé leva la main. Un instant. Laissez-moi réfléchir. Elle ferma les yeux. Repassa mentalement chaque étape de son intervention. La valve était propre. Les filetages bien serrés. Le circuit hydraulique était sous pression. Pourquoi ça ne marchait pas? C'est alors qu'elle se souvint. Une leçon de son père sur les circuits hydrauliques. Elle rouvrit les yeux. Monsieur Dubois, un circuit hydraulique a besoin d'être sous pleine pression pour fonctionner. Quand j'ai démonté la valve, de l'air a pu s'introduire dans le circuit. Stéphane fronça les sourcils. Et il faut le purger. Je dois laisser tourner le moteur plus longtemps. L'huile doit circuler, la pression monter au maximum, et l'air qui s'est infiltré doit être expulsé. Ça peut prendre 1 minute ou 2. Fabrice hocha lentement la tête. Elle a raison. Un circuit hydraulique a parfois besoin d'être purgé après une intervention. Stéphane regarda sa montre. Vous avez 2 minutes, mademoiselle Martin. Si dans 2 minutes le tracteur n'a pas bougé, j'autorise la commande de la nouvelle transmission. Chloé remonta dans la cabine et redémarra le moteur. Cette fois, elle le laissa tourner au ralenti, sans toucher aux commandes. Elle tendit l'oreille. Le moteur ronronnait de manière régulière. Elle compta mentalement. 30 secondes, 45, 1 minute. Elle sentait les vibrations du moteur à travers le siège, la chaleur du métal, l'odeur du gazole. 1 minute et demie. Elle enfonça l'embrayage. Passa la première. Commença à relâcher doucement la pédale. Les chenilles émirent un grincement, un son métallique aigu de métal sur métal après 3 semaines d'inactivité. Et puis, le tracteur s'ébranla. Le Caterpillar des 4 avança, lentement d'abord, tel un géant sortant d'un long sommeil. Les chenilles d'acier se mirent en mouvement, creusant la terre sèche. Des nuages de poussière rouge s'élevèrent. Le bruit du moteur changea, passant d'un ronronnement statique à un rugissement de travail, puissant et profond. Chloé sentit la vibration à travers le siège et le volant. Elle sentit la puissance de 85 000 € de technologie répondant à ses commandes. Ce n'était pas juste un tracteur qui avançait, c'était la validation de 30 ans d'enseignement paternel. C'était la preuve que la compétence n'a pas besoin de diplôme prestigieux ou de réputation bien établie, mais seulement de méthode, de patience et de l'audace de chercher là où personne d'autre n'a regardé. Elle avança de 5 mètres, arrêta le tracteur, débraya et passa la marche arrière. L'engin recula doucement de 5 mètres. Elle s'arrêta de nouveau, passa la deuxième. Le tracteur accéléra, se déplaçant plus rapidement, les chenilles obéissant parfaitement. Chloé coupa le moteur. Le silence qui s'ensuivit fut total. Elle descendit de la cabine. Ses yeux la fixaient. Personne ne disait un mot. Le silence était assourdissant. David Fournier, le conducteur, fut le premier à réagir. Les larmes aux yeux. « Il marche », murmura-t-il. « Mon Dieu, il marche ». Il s'approcha du tracteur et caressa le métal, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Pascal Moreau, le chef d'exploitation, qui observait de loin, se mit à applaudir. Timidement d'abord, puis plus fort. D'autres ouvriers, qui regardaient depuis les hangars, se joignirent à lui. Les applaudissements emplirent l'air chaud de Provence. Fabrice Fournier s'approcha de Chloé. Son visage exprimait un mélange complexe d'émotions, respect, honte, humilité. Il lui tendit la main. « Mademoiselle Martin, je vous dois des excuses et mes félicitations. Ce que vous venez de faire, j'aurais dû le trouver. 25 ans d'expérience, et je me suis focalisé sur l'évidence, en négligeant le plus simple. » Chloé lui serra la main. « Monsieur Fournier, vous êtes un excellent mécanicien. Parfois, ce n'est pas la compétence qui fait défaut, mais la perspective.
On cherche tous là où la logique nous guide. Seulement, cette fois, la solution était ailleurs. Bruno Moreau et Olivier Lefebvre s'approchèrent à leur tour. Bruno fut le premier à parler. 25 €. Une valve à 25 € et 2 heures de travail, au lieu des 15 000 € que nous allions dépenser pour rien. Olivier ajouta, « Mademoiselle, j'aimerais que vous m'enseigniez votre méthode d'élimination systématique. La mienne a visiblement des failles. » Léo Dubois, le plus jeune, se contenta de dire, « C'est incroyable, tout simplement incroyable. » Mais celui que Chloé voulait vraiment voir réagir, c'était Stéphane. Le millionnaire était toujours à 10 mètres de distance, immobile, les mains dans les poches. Son expression était impénétrable. Il n'applaudissait pas, ne souriait pas, ne laissait transparaître aucune émotion. Chloé s'avança vers lui, s'arrêta à 2 mètres et attendit. Stéphane prit enfin la parole. Sa voix était basse, presque couverte par les applaudissements qui continuaient. 3 semaines, 4 professionnels, 10 000 € de diagnostic, 17 500 € de perte. Il marqua une longue pause. « Et vous, vous avez réglé ça en 2 heures avec une valve de... » Chloé ne répondit pas. Que pouvait-elle dire? Stéphane sortit les mains de ses poches et les contempla, comme s'il les voyait pour la première fois. Puis, il plongea son regard dans celui de Chloé. Pour la première fois de la matinée, son regard était dénué de mépris. Il y avait autre chose, quelque chose que Chloé n'aurait pas imaginé. Un respect sincère. « Mademoiselle Martin, » dit Stéphane, d'une voix plus assurée. « Je vous dois des excuses. De sincères excuses. Pas seulement pour vous avoir sous-estimé, mais pour... » Il chercha ses mots, point pour avoir cru que l'argent pouvait tout acheter, y compris la compétence, pour avoir cru que les diplômes et l'expérience étaient les seules choses qui comptaient, pour m'être comporté comme un imbécile arrogant. Les applaudissements s'éteignirent, tous les regards étaient tournés vers eux. Stéphane poursuivit, « Vous m'avez prouvé aujourd'hui une chose que j'aurais dû savoir depuis longtemps. La compétence ne s'achète pas, elle ne s'affiche pas sur des murs. Elle repose sur un savoir-faire réel, une méthode rigoureuse et le courage de chercher là où personne ne cherche. » Il tendit la main à Chloé. « Me pardonnerez-vous ma stupidité ?» Chloé regarda cette main tendue. Elle repensa au rire moqueur de ce matin. Elle repensa au « ce tracteur et de la ferraille » crié à la cantonade. Elle repensa aux 3 semaines que Stéphane avait fait perdre à 4 honnêtes mécaniciens par son incapacité à voir plus loin que le bout de son nez. Mais elle repensa aussi à son père. Laurent lui disait toujours, « Pardonne vite, ma fille. La vie est trop courte pour la rancune. » Elle prit la main de Stéphane et la serra fermement. « Il n'y a rien à pardonner, monsieur Dubois. J'espère seulement que cette expérience vous aura été profitable. » Stéphane esquissa un sourire. Un sourire discret, presque imperceptible, mais authentique. « Elle m'a tout appris, mademoiselle Martin. Absolument tout. » La poignée de main entre Stéphane et Chloé ne dura que quelques secondes, mais elle symbolisait bien plus qu'un simple geste de politesse. Elle marquait l'effondrement d'une forteresse que Stéphane avait érigée pendant des décennies, celle de la croyance que le succès s'achetait, et ne se découvrait jamais là où on ne l'attendait pas. Une fois leurs mains séparées, Stéphane se tourna vers les ouvriers qui observaient toujours depuis les hangars. Il éleva la voix pour être entendu de tous. « Je veux que vous sachiez tous une chose. Ce matin, une mécanicienne est venue ici, que mes 4 professionnels et moi-même avons totalement sous-estimé. En 2 heures, elle a résolu un problème qui nous résistait depuis 3 semaines. Non pas parce qu'elle est plus intelligente, mais parce qu'elle a cherché là où nous n'avions pas regardé. » Il fit une pause, fixant Pascal Moreau, le chef d'exploitation. « Pascal, je veux que ce soit clair. Mademoiselle Chloé Martin est la bienvenue sur ce domaine quand elle le désire, et quiconque sur cette propriété lui manquerait de respect devra me rendre des comptes personnellement. » Pascal acquiesça d'un signe de tête énergique. « Bien noté, monsieur Dubois. » David Fournier, le conducteur qui avait pleuré de joie, s'approcha timidement de Chloé. « Mademoiselle, je croyais que je ne conduirais plus jamais cette machine. 3 semaines à me tourner les pouces pendant que les mécanos échouaient. Vous n'avez pas seulement réparé le tracteur, vous m'avez rendu mon gagne-pain. » Chloé sourit. « David, ce travail a toujours été le vôtre. Je n'ai fait que lever un obstacle. » Mais David secoua la tête.
Non, mademoiselle, vous avez fait bien plus. Vous avez montré que les solutions ne viennent pas toujours de là où on les attend. Et ça. Il chercha ses mots, ça m'a appris une leçon importante. Ne jamais sous-estimer personne. D'autres ouvriers s'approchèrent, des hommes aux mains noueuses, au visage tanné par le soleil provençal, qui avaient passé leur vie à travailler la terre. Des hommes qui n'avaient probablement jamais vu de femme mécanicienne, mais qui la regardaient maintenant avec un respect évident. L'un d'eux, un ancien nommé Jean Dupont, prit la parole avec son accent chantant. « Mademoiselle, j'ai un fils qui est à l'école. Je lui dis tout le temps d'étudier, d'apprendre. Mais aujourd'hui, vous m'avez appris quelque chose que je vais lui transmettre. Le vrai savoir, il n'est pas que dans les livres. Il est dans l'attention qu'on porte aux choses, dans la capacité à penser différemment, à ne jamais baisser les bras. » Chloé sentit sa gorge se nouer. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle était venue pour réparer un tracteur, et sans le vouloir, elle avait accompli bien plus, elle avait bousculé les certitudes. Bruno Moreau s'approcha, un carnet à la main. « Mademoiselle Martin, pourriez-vous m'expliquer en détail votre méthode d'élimination systématique ? J'aimerais la consigner. Je pense avoir beaucoup à apprendre de votre approche. » Chloé accepta. Pendant les 10 minutes qui suivirent, sous le soleil qui montait au zénith, elle détailla son processus. Bruno prenait des notes avec soin. Olivier et Léo écoutaient attentivement, posant quelques questions. « Comment avez-vous su qu'il fallait vérifier cette valve en particulier ? » demanda Léo. « Par élimination, » répondit Chloé. « Quand les gros éléments sont hors de cause, il faut chercher du côté des petits. Quand tout ce qui est visible semble en ordre, il faut chercher ce qui est caché. Mon père disait toujours, le problème est là où personne ne veut regarder, parce que c'est pénible, difficile ou que ça semble sans importance. » Fabrice Fournier écoutait à l'écart, sans intervenir. Son visage trahissait une profonde réflexion, celle d'un professionnel expérimenté face à une leçon qu'il aurait dû connaître depuis longtemps. Stéphane observait la scène, en proie à un tourbillon d'émotions, la honte d'avoir été si aveugle, la gratitude d'avoir enfin une solution à son problème, mais aussi quelque chose de plus profond, la prise de conscience qu'il vivait dans un monde où l'argent avait remplacé l'esprit critique, où payer plus cher était synonyme de meilleure qualité. Chloé venait de faire voler en éclats cette illusion. Il rejoignit son frère Nicolas, arrivé quelques minutes plus tôt, informé que le tracteur fonctionnait. Nicolas arborait un large sourire. « Je te l'avais dit, Stéphane. Je t'avais dit que Chloé était exceptionnelle. » Stéphane acquiesça lentement. « Tu avais raison, sur toute la ligne. Et j'ai été un imbécile arrogant de ne pas t'avoir écouté. » Nicolas posa une main sur l'épaule de son frère. « Tu n'as pas été un imbécile. Tu étais juste prisonnier de ta vision du monde. Ça nous arrive à tous. L'important, c'est que maintenant, tu vois les choses différemment. » Stéphane regarda Chloé, qui expliquait toujours sa méthode aux mécaniciens. « Nicolas, je dois faire plus que la remercier. Je dois réparer les dégâts causés par mon arrogance. » « À quoi penses-tu ? » Stéphane sourit. Pour la première fois depuis des années, son sourire était sincère, dénué de cynisme. À quelque chose qui, je pense, lui aurait plu, à elle et à son père. Fabrice Fournier était resté en retrait pendant près de 20 minutes, observant Chloé échanger avec les autres mécaniciens, les ouvriers, Stéphane. Il avait écouté son explication sur la méthode d'élimination systématique, intégrant peu à peu ce qui venait de se produire. Finalement, profitant d'une accalmie, Fabrice s'approcha de Chloé. Son visage était grave, professionnel, mais empreint d'une humilité sincère. « Mademoiselle Martin, puis-je vous parler un instant en privé, si cela ne vous dérange pas ?» Chloé acquiesça. Ils s'éloignèrent vers un endroit plus tranquille, près d'un des hangars. Fabrice alla droit au but. 25 ans de métier dans les engins de chantier, 10 ans chez Caterpillar, des centaines, peut-être des milliers de pannes résolues. Et aujourd'hui, une valve à 25 € m'a mis KO. Chloé voulut répondre, mais Fabrice leva doucement la main. « S'il vous plaît, laissez-moi finir. J'ai besoin de le dire. » Il prit une profonde inspiration. « Quand M. Dubois m'a appelé il y a 3 semaines, j'étais sûr de trouver la panne en un rien de temps. Je suis le meilleur mécanicien de la région. Du moins, c'est ce qu'on dit. J'ai une réputation, de l'expérience,
des certifications. Mais j'ai échoué. Et quand vous êtes arrivé ce matin, je vous ai regardé et j'ai pensé, cette gamine ne sait pas dans quoi elle s'embarque. Il marqua une pause, sa voix s'adoucissant. J'avais tort, sur toute la ligne. Non seulement sur vos compétences, mais sur ce que signifie vraiment être un bon mécanicien. Chloé l'écoutait sans l'interrompre. Je me suis focalisé sur l'évidence, poursuivit Fabrice. Transmission bloquée, donc transmission cassée. C'est la logique de base. C'est ce qu'on apprend dans les écoles, ce qui est écrit dans les manuels. Mais vous n'avez pas suivi l'évidence, vous avez suivi la logique pure. Vous avez éliminé les possibilités jusqu'à trouver la seule qui restait. Et cette valve. Il secoua la tête. Ce panneau latéral est si mal placé que, franchement, je n'ai pas eu envie de me contorsionner pour y accéder. Ça me paraissait superflu, puisque la pression était bonne. Il regarda Chloé droit dans les yeux. Mademoiselle Martin, je suis un mécanicien professionnel, mais aujourd'hui, vous m'avez donné une leçon qui vaut plus que toutes mes années d'expérience. Vous m'avez appris que l'expérience peut devenir une prison, que les suppositions basées sur le passé peuvent rendre aveugle à l'inédit, et que l'inconfort de vérifier un accès difficile n'est pas une excuse pour ne pas le faire. Il lui tendit de nouveau la main. Je vous présente mes excuses pour vous avoir sous-estimé, et je vous remercie de m'avoir rappelé l'essence de notre métier, résoudre des problèmes, pas supposer des solutions. Chloé prit sa main. Monsieur Fournier, vous êtes un excellent mécanicien. Une erreur ne remet pas en cause une carrière. Et pour être honnête, votre expérience m'a été utile. Vous et vos collègues aviez déjà écarté de nombreuses pistes. Je n'ai eu qu'à explorer ce qui restait. Fabrice eut un léger sourire. C'est aimable à vous. Mais nous connaissons tous les deux la vérité. J'ai supposé. Vous avez cherché. C'est là toute la différence. Un silence apaisé s'installa entre eux. Puis Fabrice demanda, puis-je vous poser une question personnelle? Je vous en prie. Votre père, celui qui vous a tout appris. Que faisait-il? Il était mécanicien. Il a passé sa vie dans de petits garages. Il est mort il y a 5 ans. Fabrice hocha lentement la tête. Il vous a bien formé. Mieux que bien des écoles. Puis-je connaître son nom? J'aimerais m'en souvenir. Laurent Martin. Fabrice répéta le nom à voix basse. Laurent Martin. Un vrai maître, même s'il n'a sans doute jamais eu la reconnaissance qu'il méritait. Chloé sentit les larmes lui monter aux yeux, mais les refoula. Non, jamais. Mais il m'a appris que la reconnaissance n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est de bien faire son travail. Fabrice lui adressa un sourire chaleureux. Votre père serait très fier de vous aujourd'hui, mademoiselle Martin. Et si un jour vous avez besoin d'une référence, je serais honoré de vous la fournir. Stéphane Dubois quitta le groupe et se dirigea seul vers la bâtisse principale du domaine. Il avait besoin d'être seul un instant. Il entra dans son bureau, ferma la porte et s'installa dans le fauteuil en cuir derrière son imposant bureau en bois sombre. Le bureau était une vitrine de sa réussite, diplôme de commerce encadré, photos en compagnie de préfets et de sénateurs, trophées de concours agricoles, cartes détaillées de ces 3 domaines où chaque hectare était répertorié. Tout était là pour lui rappeler, et rappeler à ses visiteurs, que Stéphane Dubois était un homme puissant, important, un homme qui avait réussi. Mais à cet instant, au milieu de tous ces symboles, Stéphane se sentit bien petit. Il pensa à Valérie, sa femme décédée. Il se souvint d'une conversation qu'ils avaient eue, des années avant sa maladie. Ils discutaient de l'embauche de personnel pour le domaine. Stéphane voulait offrir des salaires élevés pour attirer les meilleurs. Valérie lui avait dit quelque chose qu'il avait alors balayé d'un revers de main. Stéphane, le meilleur employé n'est pas le plus cher, c'est celui qui a à cœur de bien faire son travail. Il lui avait répondu avec arrogance, Valérie, dans la vie, on a ce pourquoi on paie. L'argent, c'est le gage de la qualité. Valérie avait eu un sourire triste. Pas toujours, mon amour. Parfois, l'argent n'achète que l'illusion de la qualité. Stéphane n'avait jamais compris cette nuance. Jusqu'à aujourd'hui. Chloé Martin facturait sans doute une infime partie de ce que gagnait Fabrice Fournier. Elle n'avait pas de certification internationale comme Bruno.
Elle n'avait pas des décennies d'expérience comme Olivier. Mais elle avait résolu en 2 heures un problème qui les avait tenus en échec pendant 3 semaines. Pourquoi? Stéphane ferma les yeux et se força à affronter une vérité dérangeante, parce qu'elle n'avait pas fait de suppositions, parce qu'elle avait cherché là où c'était inconfortable, parce qu'elle avait suivi une méthode rigoureuse plutôt que de se reposer sur une réputation ou une expérience passée. Et lui, Stéphane Dubois, le millionnaire aux 3 domaines, avait failli passer à côté de cette opportunité par pur préjugé. Il l'avait regardée ce matin et n'avait vu qu'une jeune femme, sans qualification ronflante, envoyée par son frère qu'il jugeait résigné. Il avait d'emblée supposé son incompétence. Il avait préparé ses moqueries avant même qu'elle n'ait touché le tracteur. Ce tracteur est de la ferraille. Ces mots résonnaient maintenant dans sa tête comme un acte d'accusation. Il n'avait pas crié ça parce qu'il pensait le tracteur irréparable. Il l'avait crié pour humilier Chloé avant même qu'elle n'échoue, ce qui lui semblait inévitable, pour prouver à Nicolas qu'il avait tort. Stéphane rouvrit les yeux et son regard se posa sur une photo sur son bureau. Valérie, souriante, lors d'un pique-nique 15 ans plus tôt. Elle aurait été déçue par son attitude aujourd'hui. Pas par son erreur de jugement technique, mais par son arrogance. Depuis 10 ans, depuis la mort de Valérie, Stéphane avait comblé le vide par le contrôle. Le contrôle de ses domaines, qu'il gérait d'une main de fer. Le contrôle de ses employés, à qui il offrait des salaires élevés en échange d'une exigence de tous les instants. Le contrôle des problèmes, qu'il résolvait à coups d'argent. Quelque chose de cassé? Il payait plus cher. Quelque chose ne fonctionnait pas? Il engageait quelqu'un de plus cher encore. Mais ce contrôle n'était qu'une illusion. Le tracteur était resté en panne, malgré tout l'argent qu'il avait dépensé. Il n'avait été réparé que lorsque quelqu'un avait arrêté de supposer pour commencer à réfléchir. Stéphane se leva. Il s'approcha de la fenêtre qui donnait sur le hangar principal. De là, il voyait Chloé qui discutait encore avec les mécaniciens. Il voyait le Caterpillar des 4 jaunes, maintenant opérationnel, qui brillait au soleil. Il prit une décision. Il n'allait pas se contenter de remercier Chloé et de la payer généreusement. Il allait faire quelque chose de plus grand, quelque chose qui rendrait hommage non seulement à elle, mais aussi à son père Laurent, quelque chose qui rachèterait des années d'arrogance. Il quitta son bureau et retourna au hangar. Il trouva Chloé qui rangeait ses outils dans sa caisse rouge. « Mademoiselle Martin, pouvons-nous parler? J'aurais une proposition à vous faire. » Chloé ferma sa caisse à outils et se tourna vers Stéphane. « Bien sûr, monsieur Dubois. De quoi s'agit-il? » Stéphane jeta un regard aux ouvriers qui les entouraient. « Pourrions-nous en discuter dans mon bureau? C'est important. » Ils se dirigèrent ensemble vers la maison principale. Nicolas, qui observait la scène de loin, les suivit, curieux. Stéphane ne s'y opposa pas. Ils entrèrent dans le bureau, avec ses murs couverts de symboles de réussite. Stéphane les invita à s'asseoir. Il resta debout, le temps de rassembler ses idées. Finalement, il prit la parole. « Mademoiselle Martin, commençons par le côté pratique. Votre intervention d'aujourd'hui m'a fait économiser au bas mot 15 000 €, sans doute plus si l'on compte les pertes d'exploitation. Combien facturez-vous habituellement pour un diagnostic et une réparation de ce type? » Chloé hésita. Ça dépend de l'intervention. Pour un cas comme celui-ci, je demande généralement entre 2 cents et 300 €. Stéphane sortit son carnet de chèques d'un tiroir de son bureau. Je vais vous faire un chèque de 2 000 €. Ce n'est pas négociable. C'est moins que ce que j'ai dépensé en diagnostics erronés, et vous, vous avez réellement résolu le problème. Il libella le chèque et le lui tendit. Chloé le prit, décontenancée. Monsieur Dubois, c'est beaucoup trop. Ce n'est pas de la générosité, c'est de la justice. Stéphane s'assit enfin. Mais ce n'est que pour le travail d'aujourd'hui. J'ai une proposition plus large à vous faire. Nicolas se pencha en avant, attentif. Mademoiselle Martin, je possède 3 domaines, 5000 hectares, 32 employés sur les 3 sites et une vingtaine de machines, entre tracteurs, moissonneuses, camionnettes et générateurs. Tout ce matériel demande un entretien constant. Il marqua une pause. Je souhaite vous offrir un contrat à durée indéterminée en tant que superviseur technique de mes 3 domaines. Salaire, 5 000 € par mois.
Avantage, un Renault Master 9 pour vos déplacements, un atelier entièrement équipé sur ce domaine, et une totale autonomie dans vos décisions techniques. Chloé resta sans voix, le temps d'assimiler l'offre. Stéphane poursuivit. Mais ce n'est pas tout, et c'est là le plus important. Il se leva et s'approcha de la fenêtre. Mon frère Nicolas m'a dit que vous aviez appris le métier avec votre père, Laurent Martin, un mécanicien qui n'a jamais eu la reconnaissance qu'il méritait, mais qui était de toute évidence un maître en la matière. Il se retourna vers Chloé. Combien y a-t-il de jeunes femmes comme vous dans la région? Des femmes intelligentes, compétentes, qui voudraient apprendre un métier technique mais qui n'en ont pas la possibilité parce que les garages ne les embauchent pas, que leur famille ne les encourage pas, que la société considère que la mécanique, l'électricité ou la plomberie sont des métiers d'hommes. Chloé songea à son propre parcours. Beaucoup, sans doute. Exactement, dit Stéphane. Alors, voici ma proposition complète. Je voudrais que vous et Nicolas mettiez sur pied un programme de formation technique gratuit pour les femmes en milieu rural, axé sur la mécanique agricole, la maintenance de base et le diagnostic de panne. Nicolas eut un large sourire. Stéphane continua. Le programme porterait le nom de votre père, le programme de formation technique Laurent Martin. Je financerai l'intégralité du projet. Les outils, les fournitures, la transformation d'un hangar en atelier de formation. Vous en seriez l'instructrice principale. Des sessions de formation de 12 semaines, entièrement gratuites, et les diplômés auraient une priorité d'embauche sur nos domaines. Les larmes montèrent aux yeux de Chloé. Monsieur Dubois, je... Stéphane leva la main. Avant que vous ne répondiez, laissez-moi vous dire pourquoi je fais ça. Ce n'est pas seulement de la philanthropie, c'est de l'égoïsme bien compris. J'ai appris aujourd'hui que la vraie compétence ne s'obtient pas en offrant des salaires mirobolants à des gens bardés de diplômes. Elle se trouve en dénichant des personnes qui ont un vrai savoir-faire et en leur donnant leur chance. Ce programme nous permettrait de trouver ces personnes, tout en rendant hommage à un homme qui a consacré sa vie à bien transmettre son métier. Nicolas prit la parole pour la première fois. Stéphane, c'est exactement ce qu'il faut faire. Chloé essuya une larme. Elle pensa à son père, à toutes les fois où Laurent lui avait dit, le savoir, ça se partage, ma fille. Ça ne sert à rien de le garder pour soi. Elle regarda Stéphane. Monsieur Dubois, j'accepte. Mais à une condition. Laquelle? Que le programme soit aussi ouvert aux jeunes hommes de milieu modeste, pas seulement aux femmes. Mon père pensait que le savoir n'a pas de sexe. Stéphane sourit. J'accepte votre condition. Le programme sera ouvert à tous ceux qui veulent apprendre, sans distinction de genre ou d'origine. Il lui tendit la main. Chloé la serra. Alors, marché conclu, mademoiselle Martin. 6 mois plus tard, par une matinée de janvier fraîche et ensoleillée, Chloé Martin se tenait dans le hangar transformé en atelier de formation. L'espace était vaste, 200 mètres carrés, équipé d'établis, d'outils professionnels accrochés au mur, de 3 moteurs d'études sur support et d'un vieux tracteur en état de marche pour les démonstrations. À l'entrée, une plaque de bronze scintillait, programme de formation technique Laurent Martin, fondé en mémoire d'un mécanicien d'exception, père de Chloé Martin. Chloé consulta sa montre à gousset. 8 heures. Les élèves de la deuxième promotion ne tarderaient pas à arriver. La première promotion, 12 étudiants, avait été diplômés 3 mois plus tôt. 8 d'entre eux travaillaient déjà dans les domaines de la région. 3 avaient ouvert leur propre petit garage dans leur village. Une, la plus douée, avait été recrutée par la filiale régionale de Caterpillar comme technicienne d'intervention. La porte du hangar s'ouvrit. Manon Leclerc, 19 ans, entra timidement. C'était la première arrivée de la deuxième promotion. D'autres jeunes femmes la suivirent, certaines en salopettes neuves, d'autres en vêtements de travail usés, mais toutes avec sur le visage un mélange de nervosité et de détermination. Chloé sourit. Elle connaissait bien cette expression, l'avait vue des années plus tôt dans son propre miroir. Bonjour, dit Chloé quand elles furent toutes assises. 18 élèves au total, plus du double de la première promotion. Bonjour, instructrice Martin, répondirent-elles en chœur. Chloé s'approcha du premier moteur d'étude. Avant d'aborder la technique, je voudrais vous parler de mon père, Laurent Martin, l'homme qui a donné son nom à ce programme. Les élèves l'écoutaient avec attention.
Mon père a été mécanicien pendant 32 ans. Il n'a jamais été riche, ni célèbre, mais il était exceptionnel dans son travail, car il suivait un principe simple. Chloé posa la main sur le moteur froid. Les moteurs ne mentent pas. Si vous écoutez attentivement, ils vous disent précisément ce qui ne va pas. Manon leva la main. Instructrice, comment on écoute un moteur? Chloé sourit. C'était la même question qu'elle avait posée à son père à l'âge de 10 ans. Pas seulement avec les oreilles. Avec une attention totale, avec de la patience, avec de la méthode. Elle s'approcha de Manon. Dans ce programme, vous allez apprendre des techniques, à vous servir des outils, à suivre des procédures. Mais la chose la plus importante que vous apprendrez, c'est ceci, ne supposez pas, vérifiez. Ne devinez pas, éliminez les possibilités. Et jamais, au grand jamais, ne sous-estimez un problème sous prétexte qu'il est petit. La porte s'ouvrit de nouveau. Sandrine Martin, la mère de Chloé, entra avec des documents. Elle était maintenant coordinatrice administrative du programme, gérant les inscriptions et les plannings. Elle avait arrêté ses travaux de couture à domicile. Elle avait un salaire décent. Hugo Martin, le frère de Chloé, qui avait maintenant 16 ans, donnait un coup de main après les cours, rangeant les outils et nettoyant l'atelier. Il mettait de l'argent de côté pour faire des études d'ingénieur en mécanique. Stéphane Dubois passait de temps en temps. Il avait changé. Il souriait plus, écoutait plus. Il s'était rapproché de son frère Nicolas. Ces trois domaines employaient désormais 6 diplômés du programme, qui donnaient toute entière satisfaction. Fabrice Fournier venait une fois par semaine donner un cours sur les règles de sécurité. Il vouait un profond respect à Chloé et apprenait autant qu'il enseignait. Chloé regarda de nouveau sa montre. Au travail. Aujourd'hui, nous allons aborder le diagnostic de base des moteurs diesel. Manon, viens ici, s'il te plaît. Manon s'approcha, intimidée. Chloé lui tendit une clé à molette. Tiens. Sens son poids. Familiarise-toi avec l'outil. Car ces outils vont devenir le prolongement de tes mains. Manon prit la clé avec un respect presque religieux. Chloé balaya le hangar du regard. Elle vit 18 jeunes femmes prêtes à apprendre. Elle vit les outils que son père aurait rêvé d'avoir. Elle vit la plaque portant son nom qui brillait sur le mur. Et quelque part, au plus profond d'elle-même, elle entendit la voix de Laurent. Tu as réussi, ma fille. Le savoir continue de vivre.